Bonjour à tous, vous nous voyez? Oui, super, merci. Eh ben, on va y aller doucement. Euh, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons Marie-Claire Frédéric pour ce premier webinaire avec un invité pour le projet Kéfir Ensemble. Euh, Marie-Claire a une place très spéciale dans ce projet, je finirai par dire ça. Donc, pour ceux qui la connaissent pas, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà Marie-Claire parmi vous. C'est une historienne de l'alimentation et présidente de l'école de fermentation. Après des études en histoire de l'art, elle est devenue journaliste culinaire pendant une trentaine d'années. Selon ses mots, la gourmandise ayant été plus forte que l'histoire de l'art. Elle s'intéresse à tout ce qui touche à la cuisine et à la gastronomie, à son histoire, sa géographie, sa relation avec les sociétés, la culture, les traditions populaires et toutes les activités humaines autour de l'alimentation. Elle a créé en 2008 son premier blog qui s'appelait Du miel et du sel, par lequel elle essayait de transmettre sa passion du bien manger et du fait maison. La gourmandise, là encore, l'a amené à s'intéresser à la fermentation des aliments en remarquant que partout dans le monde, ils sont considérés comme ce qu'on a de meilleur, y compris le beurre, le vin, le pain, le saucisson, le fromage, etc. Donc en 2014, après avoir publié un livre, un best-seller, on devrait dire Ni cru ni cuit, qui retrace l'histoire des aliments fermentés sous le prisme des civilisations, elle crée un second blog du même nom, Ni cru ni cuit, contient une mine d'informations historiques et pratiques concernant les fermentations et les aliments fermentés. Et voilà, pour transmettre sa passion, elle a publié une douzaine de livres sur les techniques de fermentation. Et elle a ouvert en 2022 l'école de fermentation qui organise des ateliers et des formations destinés aux particuliers comme aux professionnels qui veulent entrer dans la dimension vivante de l'art culinaire. Voilà, en 2017, alors plus proche du projet Kéfir Ensemble, en 2017, elle était passée nous voir au laboratoire lorsqu'on démarrait le projet Kéfir avec Christophe. Et son post de blog avait généré pour nous beaucoup de contacts qui nous avaient permis de démarrer une banque de kéfir, la Kéfirothèque, que nous continuons à développer. Et certains d'entre vous participant à ce projet qui voudront bien nous envoyer leurs grains hors challenge pourront participer à cette collection toujours grandissante dont le but est de faire progresser la recherche sur ce ferment particulier. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Claire très bientôt. Une petite précision pour le déroulé du webinaire. Donc, Marie-Claire va nous parler pendant à peu près 40-45 minutes, hein, quelque chose de ce goût-là. Et on aura une session questions-réponses après. Alors, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions pendant le webinaire. On essaiera de trier un petit peu les questions et de les présenter à Marie-Claire après pour qu'elle ait le temps de répondre à un certain nombre de questions. On ne répondra pas peut-être à tout, hein, ça dépend du volume, mais on essaiera d'organiser ça pour que voilà, on ait à peu près une petite demi-heure de discussion après le webinaire. Voilà, donc vous pouvez utiliser le chat, nous on va suivre un petit peu, ou le Q&A, c'est peut-être mieux si tout le monde utilise le chat, comme ça tout le monde voit les questions, et donc vous ne posez pas une question si elle a déjà été posée. Voilà, et on va voir comment ça se passe. Sinon, au pire, de toute façon, ce webinaire est enregistré, et vous avez la communauté Kéfir Ensemble pour continuer la conversation éventuellement après. Voilà, ben, je vais laisser encore une fois un grand merci à Marie-Claire pour nous donner ce séminaire et je lui laisse la parole. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci à tous d'être là ce soir pour m'écouter. Je suis épatée par le nombre de personnes. Merci encore. Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ce que je vais vous montrer. Voilà. Et voilà. Donc, évidemment, on va parler des aliments fermentés. On va parler plutôt
de ça sous un aspect historique. J'ai appelé ça les aliments fermentés, retour aux origines, parce que ça nous ramène vraiment très très loin en arrière. Alors, on va parler un peu de la multiplicité des aliments fermentés, de l'ancienneté de la fermentation, que ce sont des aliments civilisateurs, que ce sont des aliments universels, des aliments sociaux, des aliments identitaires et gastronomiques, et aussi des aliments de santé, et le kéfir en fait partie. Alors, il y a énormément d'aliments fermentés dans notre diète habituelle. Il y a énormément d'aliments que nous mangeons tous les jours, nous consommons vraiment régulièrement, et d'autres on n'a pas idée, souvent, quand en réfléchissant, on se dit que c'est fermenté, mais comme ça, on n'a pas vraiment la sensation que c'est quelque chose de fermenté. Voilà, par exemple, dans cette liste d'aliments, eh bien, en fait, tout est absolument fermenté, que ce soit la catégorie d'aliments. Le beurre, les cornichons, le fromage, les olives, le saucisson, le café, la bière, la choucroute, les harensorts, le vin, la sauce Worcester, le chocolat, la vanille, les anchois, le thé, le beefsteak acheté chez un bon boucher, les yaourts, voilà, tout ça, c'est fermenté. Alors, le beefsteak, souvent on me dit, mais non, le beefsteak, il n'est pas fermenté, mais il y a quand même une précision importante, c'est acheter chez un bon boucher. Parce que le bon boucher, il va vous faire maturer la viande. Il va attendre un petit peu avant, avant de vendre sa viande, qu'elle soit, on dit maintenant maturée dans le temps. Autrefois, on disait faisandée, mais aujourd'hui, c'est un mot qui fait un petit peu peur. Mais en fait, c'est la même chose, hein. Le faisandage, c'est le goût ancestral du fermenté. C'est sans doute la première manière que l'être humain a trouvé pour transformer la nourriture en dehors de son propre corps. Parce que la fermentation ou la cuisson sont des transformations de la nourriture en dehors de notre propre corps. Quand on mange un aliment cru, il est transformé au bout d'un moment parce qu'il passe dans notre système digestif, donc il est transformé à l'intérieur de nous, mais quand on le fermente, eh ben, on commence à le transformer avant de le manger. Et les humains, avant d'être des chasseurs-cueilleurs, étaient ce qu'on appelle des charognards opportunistes. C'est-à-dire que avant d'avoir inventé les arcs et les flèches ou les saguets et tout ça, ils ne pouvaient pas chasser de gros gibier. Ils pouvaient juste attraper des petites bestioles. Enfin, ils étaient sûrement très habiles pour attraper les petites bestioles, mais le gros gibier était hors de portée. Et quand par hasard, en se promenant dans la savane ou dans la forêt, ils trouvaient un animal mort, soit de mort naturelle ou tué par un prédateur, un autre prédateur, à ce moment-là, c'était une fête. Imaginez, on trouve une carcasse de mammouth, on n'a pas mangé depuis 3 jours, on trouve une carcasse de mammouth, c'est quand même quelque chose de plutôt intéressant. Donc, il fallait évidemment aimer ce goût du fermenté, hein, ce goût du faisandé. Et évidemment, c'était le cas, parce que sinon, c'était une question de survie pour eux. Alors, ce goût-là de la fermentation, on peut dire qu'on l'a un petit peu quelque part dans nos archétypes très lointains, euh, parce que en fait, même quand on a inventé l'agriculture, quand on a continué, voilà, notre civilisation, si je puis dire, eh bien, on a continué à faire faisander surtout les gibiers, mais aussi la viande de boucherie. Donc voilà, le faisandage, donc l'origine du mot, bah, c'est parce qu'on traitait surtout les faisans de cette manière, c'est pour ça que ça s'appelle aujourd'hui le faisandage. Oups, ça va trop vite. Donc ensuite, la première évidence, la première preuve archéologique de fermentation, elle, c'est pas sur une viande, mais c'est sur des poissons, parce qu'on a retrouvé dans le sud de la Suède un site archéologique qui consistait en des fosses creusées dans le sol, enfin surtout une fosse creusée dans le sol, qui contenait des milliers d'arêtes de poissons, mais vraiment des milliers.
Et en étudiant ce site, on a remarqué que cette fosse a été utilisée de manière continue pendant plus de 2000 ans. Donc ça a commencé 9600 ans avant le présent, ça s'est terminé dans à peu près 7000 ans avant le présent. Alors, comment on sait que ces poissons étaient fermentés? Parce que les arêtes de poissons étaient complètement écrasées alors que des arêtes de poissons normales n'auraient pas été écrasées, enfin, je veux dire fraîches, pas fermentées. Euh, comment ça se fait qu'elles se sont écrasées? C'est parce qu'elles étaient acidifiées et donc elles étaient devenues beaucoup plus molles, beaucoup plus faciles justement à écraser. Et le fait d'être enterrées dans le sol, bah, ça les a complètement écrasées. Donc vous voyez sur l'image, à gauche, c'est une arête de brochet fraîche et à droite, c'est une arête de brochet qui a été trouvée sur le site le site internet, le site archéologique. Sur la carte, vous voyez l'endroit où j'ai mis le petit poisson rouge, là, c'est l'endroit où on a retrouvé ce site archéologique. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est une espèce de relation entre le passé et le présent, parce que le poisson fermenté dans des fosses, c'est littéralement l'étymologie du mot gravlax. Donc le gravlax, vous connaissez cette spécialité suédoise d'aujourd'hui. Grave, ça veut dire la fosse, justement, la tombe, et lax, c'est le saumon. Donc le gravlax, c'est un saumon enterré. Donc ce sont des pratiques qui existaient déjà dans la préhistoire et qui se sont perpétuées pratiquement à l'identique jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a un autre poisson fermenté suédois qui est un peu célèbre, c'est le surströmming. Alors là, il s'agit de hareng qui est fermenté non pas dans une fosse, mais dans une boîte de conserve. C'est-à-dire qu'on met le poisson on le sale comme tous les harengs, mais on le met dans une boîte et on ne va pas apertiser la boîte. Ce qui fait que le poisson va fermenter à l'intérieur de cette boîte pendant à peu près 6 mois, 1 an. Et ensuite, on le sort, on organise des surströmming parties qui se passent toujours en plein air, étant donné l'odeur très forte du poisson à l'ouverture de la boîte. Il paraît que c'est un des aliments les plus odorants qu'on puisse imaginer. Et donc ensuite, ben, on le mange, comme vous le voyez, sur des tartines avec des pommes de terre, des oignons, un peu d'aneth, et voilà, et on fait une fête autour de ça. Alors, ce poisson enterré ou ces premiers chasseurs-cueilleurs mangeaient aussi des végétaux. Les chasseurs-cueilleurs, on a remarqué, la première chose qu'ils mangent quand ils ont tué un animal herbivore, c'est le contenu de l'estomac de l'herbivore en question. Nous, quand on entend ça, ça nous dégoûte un petit peu, hein, on mangeait le contenu de l'estomac d'un animal, mais en fait, c'est quelque chose d'extrêmement nutritif. Il y a plein de vitamines, il y a plein de, voilà, des nutriments intéressants, surtout pour des populations qui vivent très au nord du monde, très au nord de la planète. Par exemple, les Inuits au Canada ou les populations en Sibérie ont une alimentation essentiellement animale. Et le fait de manger comme ça le contenu de l'estomac, ça leur donne des végétaux et des nutriments issus des végétaux. Or, ce sont des végétaux fermentés hein, dans le système digestif de l'animal. C'est donc les premières choucroutes, entre guillemets, que les humains aient consommées dans la préhistoire. Et ensuite, ils ont sans doute voulu imiter ça, peut-être en entassant des végétaux dans des fosses. Puis ensuite, on a inventé les tonneaux, les céramiques, etc. Mais au départ, c'était sans doute enterré dans des fosses. Et des fosses préhistoriques de fermentation, on a retrouvé vraiment beaucoup dans le monde. Par exemple, il y a 2 exemples ici. Une fosse à Tahiti qui était utilisée jusqu'au 19e siècle pour fermenter le fruit de l'arbre à pain et une fosse utilisée en Israël qui date à peu près de l'âge du fer. L'âge du fer, c'est à peu près 700 ans avant Jésus-Christ.
Donc, on remarque que c'est pratiquement, les fosses sont pratiquement identiques. Et ça c'est assez extraordinaire parce que c'est des endroits très éloignés l'un de l'autre. Ça montre en fait l'ancienneté de cette pratique. Et la fosse est encore utilisée aujourd'hui d'ailleurs. En Autriche, il y a une spécialité qui s'appelle le Schuttfoss ou Grubenkraut. Ça s'appelle aussi Kumst en Ukraine. Ce sont des choux qui sont fermentés sans sel, entiers, dans des fosses creusées dans le sol, donc qui sont recouvertes de bois. Et aujourd'hui, c'est un produit slow food qui est labellisé parce qu'il y a très très peu de producteurs qui font encore cette pratique-là. Alors, les aliments fermentés ont été, on peut dire, les moteurs de l'agriculture. Ils étaient déjà présents avant les premiers foyers d'agriculture. Vous voyez, sur la carte, ce sont les premiers foyers d'agriculture. Alors, on connaît en général le croissant fertile 11 000 ans avant le présent, mais vous voyez qu'il y en a d'autres qui sont aussi presque aussi anciens. Par exemple, en Chine, en Nouvelle-Guinée, il y avait déjà de l'agriculture 9 000 ans avant nous. Donc, c'était quand même très ancien. Et déjà avant ces dates-là, on préparait des aliments et des boissons fermentées. Alors, à l'époque, c'était vraiment une question de survie, parce que c'était le premier mode de conservation des aliments. En plus, ça donnait un produit sanitairement excellent. Ça augmente les propriétés nutritionnelles, donc les populations qui avaient ces techniques survivaient mieux que les autres, parce qu'ils étaient moins malades, ils étaient en meilleure santé, ils avaient de la nourriture à disposition, même en cas de pénurie, voilà. Donc ils pouvaient se nourrir de façon meilleure. Alors, l'image vous montre une gravure rupestre qui se trouve dans le Sahara, au Tassili Nanger, qui date d'environ, enfin, la fourchette est assez vaste parce que c'est difficile à dater, mais c'est entre 9000 et 5000 ans avant nous. On voit un troupeau de chèvres et plus haut à gauche, vous voyez deux hommes, deux personnages accroupis autour d'une espèce de calebasse et dans laquelle un des personnages boit avec une paille. Alors, on suppose que la boisson qui était dans la calebasse était une boisson fermentée. La- il y a de grandes chances que ce soit le cas. Alors, ça pouvait être une bière ou ça pouvait être du lait fermenté, du lait des chèvres qui était fermenté. Alors ensuite, on a inventé l'agriculture, les céréales ont été domestiquées et aussitôt fermentées. Alors, il y a une controverse, enfin, il y a une discussion parmi les archéologues. On se demande qui était là avant, qui était là en premier, le pain ou la bière, et non pas la poule et l'œuf. Les céréales sont cultivées depuis environ 10 000 ans, mais au Paléolithique, on consommait déjà des céréales sauvages. La première céréale domestiquée aurait été l'orge. Et l'orge sert toujours aujourd'hui à faire de la bière. Donc c'est un indice dans la discussion. Il faut savoir aussi que les céréales d'aujourd'hui, qui sont le blé, le seigle, l'avoine, le millet, enfin, etc., toutes ces céréales qu'on cultive aujourd'hui, sont en fait les mauvaises herbes des champs d'orge primitifs. Parce que ça accompagnait l'orge, ça faisait des advents, ce qu'on appelle les adventices. Et aujourd'hui, on cultive aussi ces herbes-là. Donc, c'est ce qui donnerait l'idée que les céréales auraient été utilisées non pas pour faire du pain, mais pour faire de la bière. Et d'autre part, les céréales primitives étaient très difficiles à récolter. C'était des toutes petites graminées qui s'envolaient au vent dès qu'elles étaient prêtes, dès qu'elles étaient mûres. Donc, c'était compliqué pour les récolter. En plus, il fallait en récolter beaucoup pour avoir une masse à manger. Donc, voilà. Est-ce qu'on se serait donné tout ce mal juste pour faire du pain, alors que c'était hyper compliqué à faire. Il en fallait vraiment beaucoup pour faire un tout petit peu de pain. Enfin, alors que pour faire de la bière, on a moins besoin d'une grosse quantité. Un autre indice, on va partir en Turquie, sur le territoire actuel de l'Anatolie, à Göbekli Tepe.
où il y a un site qui date du 12e millénaire avant le présent, ce qui est quand même ancien. C'était avant l'agriculture, enfin, vraiment à la fin des chasseurs-cueilleurs et au début de l'agriculture. Et c'est un espèce de temple où il y avait, autour duquel il y avait des rassemblements périodiques de populations, de chasseurs-cueilleurs qui vivaient peut-être éloignés de cet endroit-là. Et périodiquement, ils se retrouvaient, il devait y avoir beaucoup de monde qui se retrouvait là pour faire des célébrations, des fêtes, enfin on ne sait pas exactement quoi. Et on a retrouvé sur ce site des grandes citernes, des grandes cuves en pierre, creusées dans la pierre, qui contenaient à peu près 160 litres chacune. Donc c'est quand même beaucoup, hein. C'est pas faire de juste un tout petit peu de boisson. Et on a analysé les résidus qui se trouvaient sur les parois de ces cuves et on a trouvé que ça servait à faire de la bière parce qu'on a trouvé plusieurs acides qui démontraient que c'était de la bière qui avait été entreposée dans ces cuves. Donc 6 récipients de 160 litres, je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup de bière. Voilà. Et de la bière qui était faite 12 000 ans avant nous. Alors il y a des chances que la bière ait précédé le pain dans l'histoire. Il y a un autre site archéologique intéressant, c'est en Chine, la tombe de Jiaou. Dans cette tombe, on a retrouvé la plus ancienne boisson fermentée connue qui date donc de 9000 ans avant le présent. C'est un petit peu après Göbekli Tepe. Et cette boisson, en fait, c'était un cocktail. C'était une boisson complexe, une boisson mixte à base de raisin, de riz, de miel et d'aubépine. C'était en quelque sorte un mélange de bière, de vin, d'hydromel et aromatisé avec une plante, l'aubépine. Et c'est l'archétype de tous nos apéritifs actuels. Vous voyez, tous les vermouths, les americanos, les vins cuits, voire même la sangria. Tout ça, bah, c'était déjà pratiqué au Paléolithique. Alors, au début de l'agriculture, donc on a cultivé les céréales et l'aliment phare du néolithique, c'était en fait pas le pain, c'était en fait la bouillie. La bouillie, c'est un mélange de céréales et d'eau. Et en fait, la bouillie, elle a donné naissance à la fois à la bière et au pain. Parce que quand on parle de bière préhistorique, il ne faut pas imaginer les bières mousseuses et liquides comme on a aujourd'hui. C'était en fait des espèces de bouillies liquides qui étaient fermentées. Alors, et la bouillie, elle peut être fermentée de manière alcoolique ou de manière lactique. Alors, quand on veut la manger comme une bouillie, c'est plutôt une fermentation lactique et quand on veut la boire pour s'enivrer, eh ben, c'est une fermentation alcoolique. Et ces bouillies acides, ces bouillies lacto-fermentées du néolithique, il y a encore des survivances aujourd'hui en Europe, notamment des soupes qui sont faites en Europe de l'Est, comme le dżurek polonais et la siorba roumaine. Ce sont des soupes qui sont acidifiées avec un levain. Alors, ça peut être un levain fait avec de la farine de seigle, ou ça, dans le cas de la soupe polonaise, ou un levain fait avec du son de blé quand c'est la soupe de Roumanie. Mais elles sont préparées, ces levains sont préparés dans un pot éternel. C'est-à-dire qu'on prépare le levain dans un récipient, on prélève la quantité dont on a besoin pour faire la soupe, et on remet dans le récipient ce qu'il faut pour la préparation suivante, sans jamais laver le récipient, sans le vider complètement. Et ça, c'est ce qu'on appelle un pot éternel. Et il y a des pots comme ça, éternels, qui peuvent durer des dizaines d'années, voire peut-être des siècles. Et ça se perpétue comme ça. Voilà. La Bosa, c'est aussi hérité des bières et des bouillies anciennes. La Bosa, c'est une boisson qui est très populaire aujourd'hui en Bulgarie, en Grèce, en Turquie, et même plus loin vers l'est, en Azerbaïdjan et dans des pays de cette zone-là. Donc c'est en quelque sorte un pain liquide produit par une fermentation lactique.
C'est une bouillie de céréales qui peut être à l'origine, c'était fait avec du millet. On peut aussi la faire avec du riz ou du maïs. Et c'est fermenté de manière lactique. Et ensuite, on le boit et c'est très populaire. Très souvent, ça se boit au petit déjeuner dans ces pays-là. Et c'est sans doute le prototype de la bière antique égyptienne, celle qui était servie, enfin qui servait de salaire, vous savez, pour les ouvriers des pyramides. On sait que les ouvriers des pyramides étaient payés en bière. Alors on se dit, oh là là, ils devaient être complètement saouls du matin au soir, parce qu'ils recevaient 4 ou 5 litres par jour. Mais en fait, c'était pas de la bière alcoolisée comme aujourd'hui, c'était ce genre de bière qui était en fait très très nourrissante. Alors, on arrive au pain. Le plus vieux pain connu du monde, c'est-à-dire le plus ancien qu'on ait retrouvé dans l'archéologie, il a 7000 ans. Il a été trouvé en Suisse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un pain qui est de type des pains de campagne qu'on fait aujourd'hui. C'est un pain composé de plusieurs céréales qui étaient levées. Il y avait des grains moulus et des grains entiers dedans. C'est tout à fait pareil que les pains de campagne qu'on fait encore aujourd'hui. Donc le pain, il était déjà, je veux dire, parfait, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il était déjà, il n'y a pas tellement eu de progrès de fait depuis cette époque-là par rapport au pain d'aujourd'hui. Alors, la boisson fermentée, elle est vraiment partout dans le monde. On la trouve partout dans le monde. Alors, il y a une chose aussi qui montre ça, c'est les idéogrammes qui représentent la boisson fermentée. En sumérien, on trouve 3 idéogrammes différents qui représentent la boisson fermentée. Vous voyez, ça représente une jarre avec une petite paille, pour la première, une petite paille qui sort, et dans la deuxième et la troisième, c'est à l'intérieur, il y a des petits traits qui indiquent qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Alors, il y a la jarre, il y a le col de la jarre, qu'on distingue bien. Et en chinois, la boisson fermentée, c'est exactement le même principe. Vous avez la jarre qui est représentée par un espèce de carré. Vous avez le petit trait horizontal à l'intérieur du carré qui correspond aux petits traits horizontaux ou obliques dans la jarre sumérienne. Et tout en haut, vous avez les 2 traits verticaux et le trait horizontal qui représentent le col de la jarre. Et les trois symboles à gauche du dessin, ça représente l'eau, le liquide. Voilà. Donc, il y a une identité vraiment des représentations. Ça montre l'ancienneté de tout ça. Alors, la bière, on la buvait avec une paille. J'ai parlé d'une paille tout à l'heure. La bière, on la buvait avec une paille. Hier, comme aujourd'hui, vous voyez sur les images, les bières traditionnelles se boivent avec une paille. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que les bières, évidemment, elles n'étaient pas filtrées et il y avait plein de résidus. En fait, les résidus flottaient à la surface. Si vous transvasez, bah, vous transvasez les résidus en même temps, tout ce qui flotte. Donc, le seul moyen de boire la bière sans boire, il y avait des résidus de levure, il y avait des morceaux de grains, etc. Bah, c'est de boire avec une paille pour pas avaler tout ça. Voilà, la bière n'était pas filtrée. Ici, l'image représente le vin d'orge, entre guillemets, parce que bon, le vin d'orge, c'est la bière, hein. En fait, au Tibet, vous voyez, on voit bien que les grains flottent en surface. Et si on veut boire le liquide, ben, il faut utiliser une paille. Alors, la vigne, c'est la même chose. On a cultivé la vigne pour faire plus de vin, parce qu'on faisait déjà du vin avant d'avoir cultivé la vigne. On faisait du vin avec la vigne sauvage. Ces 2 jarres sont très anciennes. Vous voyez à gauche la jarre de Haji Firouz Tepe qui a été trouvée en Iran qui date de 7500 ans. Et à droite, une jarre trouvée en Géorgie qui a pratiquement 500 ans de plus et qui a également contenu du vin. Et on voit bien d'ailleurs sur le décor sur la jarre représente une petite grappe de raisin. Et ça a repoussé la date de la première vinification. Les fromages, je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'appuie, ça avance de deux slides. Le plus vieux fromage
les plus vieux fromages connus, c'est-à-dire ce qu'on a retrouvé dans l'archéologie, sont aussi assez anciens. La plus ancienne trace, c'est en Pologne. Vous voyez ce tesson de faisselle, c'est la faisselle de Kujawia qui a 7000 ans avant qui a 7000 ans avant le présent, avant nous. Donc, c'est une poterie percée de trous sur laquelle on a trouvé des résidus de lait, de produits laitiers. Or, un produit laitier dans un récipient à trous, c'est forcément un fromage. Voilà, donc nos faisselles d'aujourd'hui existaient déjà il y a 7000 ans. Et à droite, c'est une momie qu'on appelle la beauté de Loulane, qui a 3500 ans. Donc, et on a retrouvé autour de son cou des petits tessons, des petits fragments blanchâtres que vous voyez matérialisés par les petits triangles blancs autour du cou de la momie. Et après analyse, il s'est avéré que c'était des petits morceaux de fromage de type kéfir. Donc, on faisait déjà ce genre de produits laitiers il y a 3500 ans. Et ça se trouve en Asie centrale. C'est dans la région qu'occupent aujourd'hui les Ouïghours, dont on entend malheureusement parler. Donc, c'est dans cette région, une région très désertique, très sèche, qui a permis à tout ça de se conserver parfaitement. Alors, je vous ai fait une petite frise temporelle. C'est pour se rendre compte que, enfin, nous sommes à droite, sur la pointe de la flèche. 3500 ans avant Jésus-Christ, c'était le néolithique. Donc, vous voyez en bas, j'ai indiqué les dates des premières évidences archéologiques de bière, de vin, de fromage, de pain, les peintures de Lascaux qui sont bien plus anciennes. L'Homo sapiens, à peu près, on s'accorde à dire qu'il est apparu à peu près il y a 100 000 ans. Et on faisait déjà des fermentations donc depuis avant le feu que j'ai indiqué, avant l'apprivoisement du feu, euh, puisque on suppose qu'on a commencé à faire des fermentations avant de faire cuire notre nourriture. Voilà. Alors, ce sont aussi des aliments civilisateurs parce qu'ils sont présents dans les cultures et dans les religions. Par exemple, on va partir en Amérique, au Mexique. Euh, on a des mythes, des légendes dans la religion des anciens Aztèques, une légende qui explique que Quetzalcoatl, c'est un peu difficile à prononcer, Quetzalcoatl et Tezcatlipoca euh, sont des dieux. Et Tezcatlipoca a un jour invité, c'était son beau-père, je crois, Quetzalcoatl, et l'a enivré en fait, avec une boisson faite avec du cacao. Et suite à ça, elle lui a dérobé ses pouvoirs. Donc, cette légende, elle n'est pas la seule dans le monde. Il y en a d'autres. Il y a à peu près la même chose chez les Sumériens. Il y en a en Chine, etc. Il y a des légendes qui racontent à peu près la même chose. C'est-à-dire comment un dieu s'est fait enivrer et après il y arrive des malheurs. Soit il s'est fait dérober ses pouvoirs ou il y a d'autres choses qui se passent, mais pour son malheur. Donc on s'est dit, la boisson fermentée, c'est bien, c'est agréable, c'est bon, mais il faudrait peut-être un petit peu légiférer, mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, parce que ça peut causer des désagréments. Et en fait, dès le début, la boisson fermentée, elle était codifiée, son usage était réglementé, c'était pas un usage comme ça de tous les jours, c'était quelque chose vraiment qui était réservé à certaines personnes, à certains usages, à certains moments de la vie ou de l'année. Et donc, c'était le début, là, à ce moment-là, des codes et des lois. C'est-à-dire, on date ça d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Et que ce soit chez les Mexicains ou chez les Sumériens, c'est pareil. C'est le début des codes, des lois, de tous ces systèmes-là. Et dans plein de civilisations, on est humain seulement quand on consomme des aliments fermentés. Chez les Sumériens, il y a un texte très ancien qui s'appelle le livre de Gilgamesh,
et qui raconte comment un espèce d'homme, d'être sauvage, a été amené vers la civilisation. Alors, au début, il est sauvage, il boit directement le lait aux mamelles des gazelles, il boit l'eau de la source, il mange uniquement des fruits ou des aliments crus, et donc voilà, il est complètement sauvage. Et quand on l'amène à la civilisation, on lui fait manger du pain et boire de la bière. Et à ce moment-là, c'est seulement après avoir mangé du pain et bu de la bière qu'il est devenu humain. Voilà. Donc, on est humain quand on mange des aliments fermentés. Les aliments fermentés sont aussi réservés aux dieux. La plupart du temps, on offre des offrandes qui sont constituées d'aliments fermentés. Par exemple, en Mongolie, on offre le thé au ciel. Ça peut être le thé, ça peut être aussi le lait fermenté. Au Tibet, vous voyez, on fait des statues en beurre. Cette statue-là, elle a été faite en beurre. Donc le beurre, c'est un aliment fermenté et c'est quelque chose qu'on offre aux dieux. Donc là, en plus, c'est un signe un peu de l'impermanence de toute chose, pour que cette statue, on a passé des heures et des heures à la fabriquer. Vous voyez, c'est très bien fait, c'est compliqué, ça prend du temps. Et ensuite, on va la mettre au soleil et elle va fondre tout doucement. Et c'est comme ça, voilà, que les dieux vont l'accepter. Donc, les aliments fermentés, c'est des aliments suffisamment importants pour qu'on les offre aux divinités. C'est aussi des aliments sociaux. Ce sont des aliments communautaires. Vous voyez sur l'image, ça représente la confection enfin, c'est un événement caritatif en Corée. Tous les ans, à Séoul, euh, des personnes se rassemblent sur une place en plein air pour fabriquer du kimchi qui sera ensuite donné à des œuvres caritatives. Donc on voit là, il a vraiment l'aspect social de l'aliment fermenté dès sa préparation. L'aliment fermenté sert aussi de rite de passage. On peut, voilà, parce que c'est des aliments souvent qu'on apprécie à l'âge adulte, et quand on arrive à manger ou à boire quelque chose de fermenté, c'est on a passé un stade, on est devenu adulte. Par exemple, boire de l'alcool, boire du café aussi, euh, ou d'autres produits. Voilà, c'est un rite de passage d'un âge à un autre. Ça peut être aussi un rite de passage d'une communauté à une autre. Par exemple, quand on reçoit quelqu'un, un étranger chez soi, on lui fait manger des spécialités, hein, on lui fait manger du fromage, du roquefort, par exemple, du saucisson, des choses comme ça. Et quand la personne aime bien ce qu'on lui donne, eh ben voilà, on l'accueille volontiers et il fait partie de la communauté. Donc ça sert aussi de rite de passage d'une communauté à l'autre. Et enfin, ce sont très souvent des aliments d'hospitalité. L'image représente par exemple, là, à gauche, vous avez la cérémonie du café en Éthiopie et à droite, la cérémonie du thé au Japon. Le thé et le café ont tous les deux des fermentations dans leur préparation et servent d'aliments d'hospitalité. Chez nous, quand on veut aussi faire, quand on fait une fête, bah, on boit du champagne. Ouais, c'est exactement la même chose, c'est le même principe. C'est aussi des aliments de partage, hein, d'hospitalité et de partage. Les copains, le mot copain, c'est exactement cette étymologie-là, hein, c'est ceux qui partagent le pain. Euh, En Mongolie, quand on se réunit, quand on va se visiter l'un et l'autre sous la yourte, eh bien, on partage des aliments fermentés. Alors, vous voyez, il y a des bouteilles d'alcool sur la table, mais il y a aussi un monticule à droite là, de gâteaux et de fromages qui sont des choses fermentées. Et à gauche, vous voyez le personnage qui tient un bol de lait fermenté, c'est du lait de jument fermenté. Et ce bol, il va passer de main en main dans dans la réunion et tout le monde va boire au même bol le lait fermenté. Voilà, c'est vraiment le symbole du partage. Alors, des aliments fermentés, il y en a des milliers dans le monde. On ne peut pas tous les répertorier tellement on en trouve. Alors, ça dépend évidemment des ressources
qu'on a sur place, hein. En Asie, il y a beaucoup de légumes, il y a aussi des produits à base de poissons, des produits à base de soja. En Afrique, on trouve aussi des viandes, des tubercules, des poissons aussi, et beaucoup de bière. En Amérique, il y a des viandes indigènes qui sont fermentées. Il y a aussi des sauces, comme le ketchup par exemple, c'est une sauce qui était à l'origine fermentée. Il y a des bières précolombiennes. Enfin, voilà, dans tous les continents, il y a des aliments fermentés. Alors, le plus drôle, c'est que cette carte ne représente pas, en fait, c'est pas la carte des aliments fermentés, c'est la carte de l'umami. Alors, l'umami, je ne sais pas si vous connaissez ce concept. Le mot umami, ça vient du japonais, ça veut dire délicieux en japonais. Et c'est ce qu'on appelle la cinquième saveur. Et c'est une saveur, c'est quand il y a cette saveur dans un plat, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que c'est bon, c'est quelque chose qui nous ravit les papilles. Voilà. Par exemple, le parmesan, quand on met du parmesan sur les pâtes, ou, quand on mange des champignons, voilà, c'est des aliments comme ça qui ont certaines substances chimiques qui font qu'on salive et qu'on trouve ça très bon. Et il se trouve que les substances chimiques en question sont aussi fabriquées par la fermentation. Alors maintenant, les industriels ont un peu accaparé ça parce que il se trouve que le glutamate donne aussi le même effet. Et dans les aliments fermentés, il y a l'acide glutamique qui donne cet umami. Et maintenant, les industriels mettent du glutamate un peu dans tout pour pouvoir avoir cette appétence. Mais le véritable umami, c'est quand même la fermentation qui nous le donne. Alors, c'est des aliments gastronomiques parce que partout, ils sont considérés comme un peu l'aristocratie de l'alimentation. Hein. Dans tous les pays, il y a des spécialités gastronomiques emblématiques du pays qui sont fermentées. Alors là, j'ai mis deux exemples un peu faciles quand même. C'est à gauche l'Allemagne et à droite plutôt la France. Donc en Allemagne, vous avez la bière, la charcuterie, vous avez les bretzels, vous avez aussi les cornichons, les harengs fermentés. Donc, en France, on a le vin, on a le fromage, on a le pain, le saucisson. Voilà. Quand on pense à la France, bah, c'est à ça qu'on pense dans la gastronomie. Donc, ce sont des aliments fermentés. Et c'est ça aussi ce qu'on met en valeur dans la gastronomie. Vous allez au Japon, bah, ça sera la soupe au miso. Voilà, exactement le même principe. Alors, et demain, quel avenir pour les aliments fermentés? Parce qu'on sait qu'ils ont un riche passé, mais on espère qu'ils auront aussi un riche avenir. Alors, il y a un paradoxe dans les pays développés, c'est que quand un pays se développe, il y a une perte des traditions, parce que on veut la modernité et on perd un petit peu les traditions ancestrales. On ne veut plus entendre parler des vieilles choses de nos grands-parents, etc. Donc, voilà. Ensuite, quand le pays arrive à l'autosuffisance économique, on observe qu'il y a un retour aux traditions et on recherche les savoir-faire oubliés. Et là, on peut dire peut-être qu'on en est là, nous, parce que là, la modernité, bon, ben, on l'a maintenant, et on recherche des choses anciennes, on recherche des savoir-faire, on cherche les choses les plus traditionnelles possibles. Donc, c'est pour ça il faut être optimiste, je pense. C'est tous ces aliments très anciens, on voit qu'ils d'ailleurs ils n'ont pas disparu et je pense qu'ils ont un avenir. Surtout que on remarque aujourd'hui que ce sont des aliments très bons pour la santé. On reconnaît vraiment leur intérêt pour la santé. Alors, ils sont considérés absolument partout dans le monde comme des aliments de longue vie. Hein. Partout, vous avez un centenaire, vous lui demandez pourquoi vous êtes centenaire, il va vous dire parce que je mange telle ou telle spécialité, et en général, c'est quelque chose de fermenté. Alors, c'est des aliments qui permettent une longue conservation des aliments, c'est quand même intéressant à observer, à pratiquer. Ils assainissent les aliments, donc d'un point de vue sécurité alimentaire, c'est en général des aliments tout à fait au top.
Ils améliorent les qualités nutritionnelles des produits bruts. Par exemple, dans la choucroute, vous avez plus de vitamine C que dans le chou frais. Et cette vitamine, en plus, elle se conserve pendant tout le temps de la conservation du produit. En plus, ce sont des aliments qui se digèrent plus facilement. Contrairement aux idées reçues, les, la choucroute, par exemple, bah, c'est quelque chose de très digeste parce que non seulement le chou est déjà il est fermenté, donc il est déjà en quelque sorte prédigéré. Donc notre système digestif aura moins de travail. Plus, ça fabrique des enzymes qui vont nous aider à digérer ce qu'on mange dans le même repas. Donc ça, non seulement il se digère plus facilement, mais il nous aide à digérer le reste. Et enfin, il renforce le système immunitaire grâce à l'apport d'une grande variété de micro-organismes vivants dans notre microbiote, dans notre organisme, donc dans notre microbiote intestinal ou même pas seulement intestinal. On a un microbiote absolument partout dans notre corps. Et ces aliments fermentés aident notre microbiote à se maintenir en bonne santé. Donc je pense que tout ça fait que ces aliments ont quand même de l'avenir. Malheureusement, ils sont pas dans l'état actuel des choses, ils sont pas tellement encouragés par les systèmes de santé légaux, ça, je peux dire, par exemple, l'OMS ne donne pas spécialement de consignes pour que les gens mangent beaucoup d'aliments fermentés. Le seul pays qui donne des consignes concernant les aliments fermentés, et notamment pour les femmes enceintes, le seul pays qui dit aux femmes enceintes manger des aliments fermentés, c'est l'Inde. Il faut le savoir. On devrait faire la même chose chez nous. Voilà, j'ai terminé ce petit tour du monde et du temps sur la fermentation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis continuez à faire du kéfir et à faire aussi d'autres fermentations. Et maintenant, j'attends vos questions. Merci, merci Marie-Claire. Merci. Euh, ce truc intéressant. Alors, on a compilé quelques questions. Moi, je vais peut-être démarrer avec une en t'écoutant. Je me suis dit, j'ai pas vu la question passer, mais tu as dit à un moment que finalement les fermentations ont été très vite régulées, Oui, contrôlées à la population. On ne faisait pas ça n'importe comment. Donc, j'imagine que du coup, c'était surtout la fermentation alcoolique. c'est Est-ce qu'il ça, y oui. avait historiquement une distinction sur ce que pouvaient faire les gens comme type de fermentation et ce qu'ils ne pouvaient pas faire? Ou est-ce que globalement, c'est toutes les fermentations qui ont été très vite contrôlées par, je sais Non, mais pas, je pense que c'est surtout la fermentation alcoolique, parce qu'on a remarqué c'est que des ça faits. pouvait amener à certains débordements. Parce qu'en plus, à ces époques-là, le roi, le personnage principal de la société, pour assurer son pouvoir, il devait assurer l'apport de nourriture et de boissons à la population. Hein, on est au tout début des villes, hein, à cette époque-là. Vraiment, et donc les sociétés se sont constituées comme ça, et le roi, donc, il devait fournir de la boisson fermentée pour que les gens soient contents. Et on a remarqué que, en fait, il fallait quand même réguler ça pour éviter les désordres sociaux. Donc, dès le départ, c'est ça que je voulais dire, c'est que dès le départ, la boisson fermentée, comme aujourd'hui la boisson alcoolisée, les boissons alcoolisées, c'est quand même réglementé. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui boit tout seul est mal considéré. C'est pas forcément des lois écrites, mais il y a aussi des lois non écrites hein, qui font que ces boissons-là, on les réglemente. Alors, dans les époques anciennes, bah, c'était réservé à des fêtes, à des cérémonies ou à des moments de l'année, voire c'était interdit à certaines personnes. Par exemple, dans la Grèce antique, les femmes n'avaient pas le droit de boire de vin. Enfin, elles le faisaient quand même, elles en buvaient en cachette, hein, mais il faut le savoir. Mais elles n'avaient pas le droit officiellement de boire du vin. D'accord.
Et j'avais une autre petite question, mais très courte, juste par curiosité. La consommation de contenu d'intestin d'herbivores, ça se pratique encore quelque part, ça? Ou... Oui, bah, enfin, au 21e siècle, je ne sais pas, mais ça s'est pratiqué encore en Sibérie notamment, jusqu'à au moins la Seconde Guerre mondiale. Hmm, Euh, Parce que ça a été combattu à l'ère soviétique, parce qu'on disait que ça apportait la brucellose, mais en fait, enfin, je veux dire, consommer des animaux sauvages, ça peut apporter la brucellose, qu'ils soient fermentés ou pas fermentés, ou qu'ils soient, voilà. Mais ça se pratiquait encore, oui, oui, en Sibérie. ouais, il y a quelqu'un qui dit que ça se pratique encore aux Philippines. Ah, aux Philippines, Ah, bon, je n'ai pas ouais, d'infos sur peut-être. les Ah Philippines, ouais, mais c'est bien possible, oui. ouais, ouais, c'est marrant. Et en plus, c'est Euh, considéré, enfin, faut dire, on donne ça au chef, c'est le chef qui mange ça en premier, parce que c'est considéré vraiment comme un truc, c'est le meilleur, quoi, qu'on puisse avoir. C'est le top de la gastronomie. Et les Inuits le faisaient encore fin 19e aussi. Ils mangeaient l'estomac des lièvres et des caribous et des animaux comme ça. hmm, d'accord. Alors, il y a pas mal de questions de participants. Je sais pas si Alex, tu as une petite sélection. Christophe, je sais pas si tu as la vision du truc. Ah non, t'es pas connecté. Sinon, je peux y aller. Moi, il y en a une qui est revenue un petit peu, alors plus proche du, euh, du challenge et des discussions qu'ont eu les participants. Et il y a tout un thème qui s'est développé autour de la fabrication du pain avec de la F1 de kéfir, F1 ou F2 de kéfir, euh, Oui, en remplaçant complètement l'eau l'eau par du ça, et pain. en faisant le Ouais. levain par ça. Tu as un avis là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que Alors, tu... moi, j'ai jamais essayé, donc c'est vrai, c'est difficile pour moi tellement un peu d'en parler. Oui, moi, je pense que ça doit fonctionner. Enfin, s'il y a des levures dans le kéfir, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Je crois qu'il y a un peu de Saccharomyces cerevisiae, un petit peu Oui, dans le kéfir, donc la levure de bière qui sert aussi à faire le pain. Alors après, savoir si elles sont en concentration suffisante pour que ça puisse faire lever la pâte. Mais moi, j'ai jamais essayé. Moi, je suis assez traditionnelle. Je pense que le pain, c'est de l'eau et de la farine, point final. Parce que ça fonctionne bien comme ça marche. Il n'y a pas de raison de rajouter autre chose. c'est vrai que l'intérêt là avait l'air si on n'a pas un levain, C'est euh, ça. on peut faire un levain assez rapidement comme ça. Ouais. Et C'est donc un ça peu... marche du premier coup. On fait on n'a pas ouais, besoin de rafraîchir. D'après ce que j'ai lu, voilà, c'est on- ça. ça marche du premier coup. Bah, faudra que Bon, j'essaye quand même. Je vais essayer une fois. oui, parce que c'est une curiosité qui est née Oui, là, qui est pas mal développée. Donc voilà, en tout cas, c'est à tous les participants qui ont envie de faire, d'expérimenter avec ça, parce que c'est intéressant. Euh, une petite question là qui vient de tomber. Pouvez-vous expliquer pourquoi le beurre est fermenté? alors, le beurre, tel qu'on le connaît, qu'on le consomme comme ça habituellement, en fait, c'est pas le beurre qui est fermenté, c'est la crème d'où est issu le beurre. La crème, quand elle est prise du lait, quand le lait est écrémé, on vient juste de prendre la crème, elle est liquide et elle n'est pas fermentée. Ensuite, la crème, on va lui mettre soit on lui met un ferment lactique, soit on la laisse fermenter spontanément. On peut trouver certains beurres encore en fermentation spontanée. Donc la crème, elle devient épaisse. Quand la crème est épaisse, ça veut dire qu'elle est fermentée. C'est la fermentation qui va la rendre épaisse. Et non seulement ça change sa consistance, mais ça change son goût. La crème épaisse n'a pas le même goût que la crème liquide. Elle a une petite acidité, puis elle a des saveurs enfin, de crème, quoi. Voilà. C'est des saveurs différentes. Et quand on fait le beurre avec cette crème, bah, le beurre prend un goût de beurre. Essayez de faire du beurre avec de la crème UHT stérilisée, vous savez qu'on achète en briques. Faites votre vin, vous la fouettez. Au début, ça fait de la chantilly. Vous continuez à la fouetter, ça fait du beurre parce que ça fait des grains. Les grains sont de la matière grasse agglomérée.
et les grains vont flotter dans le petit lait. Donc, vous allez ensuite séparer ces grains du petit lait. D'abord, vous égouttez, puis vous rincez ça sous l'eau froide et vous obtenez du beurre. Mais le beurre fait avec la crème UHT, donc il a l'aspect du beurre, mais en goût, ça n'a aucun goût. C'est vraiment insipide, c'est pas bon du tout. Tandis que si vous faites du beurre avec de la bonne crème épaisse, vous allez voir, votre beurre aura un bon goût de beurre. Alors, après, dans certains pays, on fait vraiment fermenter le beurre. Une fois qu'on a fait ce beurre, on va le laisser maturer assez longtemps, hein. Ça va de un mois à un an, ou même plus, plusieurs années. Et le beurre, c'est devient ce qu'on appelle en Afrique du Nord, par exemple, le beurre rance ou le semen, qui prend un goût très fort, enfin plus ou moins fort, mais en général, nous, en France, on n'aime pas trop ça parce que le mot rance a une connotation négative. Mm. Et donc, ce beurre qui a un goût très fort, il est utilisé dans la gastronomie marocaine, notamment, par exemple, pour cuisiner le couscous, c'est indispensable, pour faire d'autres plats aussi. Et en Inde, le plus connu aussi, c'est le ghee, qui est du beurre. On parle toujours de beurre clarifié, mais il n'est pas seulement clarifié, il est aussi fermenté, c'est-à-dire qu'il est aussi mis en attente. On ne le mange pas tout de suite. On le laisse reposer dans un pot pendant plusieurs mois en général. Et il prend pratiquement un goût de fromage. Donc le vrai ghee, il a un goût de fromage. Et pour cuisiner, ça donne du goût, c'est vraiment excellent. Ah oui, donc quand on lit beurre clarifié dans une recette, il faut se méfier, c'est pas si simple que ça. Voilà, c'est pas si simple que ça. Alors le fait de clarifier, en fait, ça enlève le petit lait. Donc c'est des choses qui pourraient moisir, parce que ça enlève toute l'humidité du beurre. Mhm. Il ne reste que la matière grasse. Et donc, voilà, il y a des enzymes ensuite qui travaillent tout ça et puis qui donnent cet aspect, ce goût. Et en plus, nutritionnellement, c'est bien meilleur pour la santé quand le beurre est fermenté. Alors, une autre petite question qui revient, mais tu en as parlé avec l'Inde, qui est le seul pays à recommander ça aux femmes enceintes. Et nous, fortiori, on ne fait pas ces recommandations-là. Même parfois, il y a des injonctions plutôt un Ouais, peu plutôt contradictoires contraire, autour de ouais. ça. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, est-ce que ça devrait être recommandé aux femmes enceintes? Est-ce que il y a une question, certains fromages fermentés sont dangereux pour les femmes enceintes. Ça, je pense que ça vient des cas de contamination et plutôt de l'industrialisation, j'imagine. Mais Bah, de c'est manière ça le plus problème, oui. générale, euh, voilà, est-ce qu'il y a des contre-indications lorsqu'on est enceinte, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait au contraire promouvoir, mais pour différentes raisons, c'est pas promu. Bah, concernant le fromage, il y a eu quand même eu une étude au niveau européen sur le fromage au lait cru qui a montré que les enfants qui consomment des fromages au lait cru ont beaucoup moins de maladies que les autres enfants, que les enfants aussi dont la mère enceinte a consommé du lait cru et des fromages au lait cru sont beaucoup moins malades, ont moins de maladies infantiles et c'est surtout valable pour les allergies, ont beaucoup moins d'allergies que les enfants qui ont consommé que des choses aseptisées. Donc c'est une étude, pas seulement en France, hein, au niveau européen qui a montré ça. D'accord. Donc, il y a des effets sur le système immunitaire, du coup. Voilà, il y a un effet sur le système immunitaire, ouais, je sais pas, c'est aussi le système immunitaire qui provoque les allergies. Oui, c'est aussi le système immunitaire en fait, qui fonctionne trop fort. Voilà, il y a vraiment un effet. Alors, c'est l'étude, j'ai perdu le nom de cette étude, mais on la trouve assez facilement sur Internet. On trouve le texte, les textes. Il y a eu, je sais pas combien d'articles scientifiques là-dessus, quoi. Marie-Claire, ouais, si tu me permets un complément. Oui, Euh, vas-y. Vas-y, Parce Christophe, que, oui. effectivement, sur l'aspect bactérien, c'est souvent ça que les gens pensent quand on pense danger, fermentation, femme enceinte. Et donc là-dessus, tu as raison, effectivement, de dire qu'il y a des études qui montrent qu'il y a un effet bénéfique en termes d'immunité, ce qui n'empêche pas quand même qu'effectivement, il faut être précautionneux parce que, a priori, et comme tu le dis très souvent, à juste titre, une fermentation bien menée est justement le meilleur
atout contre une contamination justement de bactéries pathogènes, donc là on est bien d'accord. Par contre, je voudrais quand même alerter sur le fait que ces aliments fermentés, pour certains d'entre eux, du fait de la fermentation, contiennent de l'alcool. Et c'est là-dessus qu'il faut être sans doute un peu précautionneux, notamment quand on parle du kéfir, puisque c'est ça qu'il s'agit, ou même du kombucha. On sait bien que plus on pousse la fermentation, plus on a des taux d'alcool importants, y compris parfois qui dépassent le 1,2% légal. Hein. Sur certaines boissons, on peut mesurer des 2% quand les concentrations ne sont pas forcément très, très bien contrôlées. Donc, je pense qu'il faudrait rajouter quand même comme précaution de se dire que si effectivement il n'y a aucune contre-indication de fait de boire du kéfir ou de kombucha quand on est enceinte, la raison veut qu'on choisisse plutôt des boissons faiblement fermentées plutôt que des boissons dans lesquelles on va pousser la fermentation, justement avec le risque d'avoir un peu trop d'alcool in fine. Quoi. Et peut-être mettre un peu moins de sucre aussi pour Voilà. pas qu'il y ait trop d'alcool. Il y avait aussi du coup une quantité, des questions sur la quantité de kéfir qu'on peut boire par jour. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que... Je pense ça dépend des personnes. Je pense qu'il faut pas du premier coup, la première fois, en boire un litre, s'enfiler un litre complètement. Je pense qu'il faut y aller prudemment parce que bon, le corps peut peut-être réagir, surtout si on n'a pas l'habitude d'en boire. Donc, je pense que le premier jour, on en boit un verre et puis après, on attend le lendemain pour voir ce qui se passe au niveau digestif. Si on le supporte bien, on peut ensuite augmenter la dose. Tant qu'on le supporte, il n'y a pas de problème. Alors, le fait que ce soit une boisson gazeuse, ça peut aussi donner quelques désagréments, ça peut donner des ballonnements, des choses comme ça. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Je pense qu'il faut avoir c'est le bon sens qui doit vous guider, je pense. Mais sinon, il n'y a pas de posologie, on doit pas en prendre un verre par jour avant les repas. Il n'y a pas de règle vraiment. Il y avait une question aussi d'un participant qui doit faire des légumes fermentés chez lui et qui demandait comment on sait si j'ai réussi ma fermentation Alors, de mes légumes. on sait surtout si on a raté. Si on a raté, on ouvre le bocal, on n'a qu'une idée, c'est de le refermer et d'aller le jeter très très loin de nous. Parce qu'en fait, quand c'est raté, ça sent mauvais. Hein. Mais ça sent vraiment très mauvais. Ça sent la charogne, ça sent quelque chose qu'on ne peut pas manger. C'est impossible. Donc, il ne faut pas vous en faire parce que si vos fermentations sentent bon, c'est qu'elles sont réussies. Voilà. En plus, il y a d'autres petits signes qui montrent que ça a réussi, c'est en général, il y a des bulles. Vous voyez des bulles, vous voyez des. Justement, j'ai un bocal là à côté de moi, ça tombe bien. J'ai un bocal de carottes que j'ai fait, lundi. Vous voyez, il y a les carottes étaient bien tassées au départ et là on voit des intervalles, des interstices entre les carottes parce que la fermentation produit du gaz, les carottes remontent et ça fait des intervalles entre les carottes. Donc vous voyez des petites bulles, vous voyez les légumes qui se séparent les uns des autres, qui remontent. Vous voyez, ils peuvent aussi un petit peu changer de couleur. Par exemple, le chou rouge, au départ il est violet. Quand il sera fermenté, il va devenir rose fuchsia. Voilà, ce changement-là, ça indique que la fermentation s'est bien déroulée. Mais le principal signe donc que ça a échoué, c'est quand ça sent mauvais. Là-dessus, en tout cas pour les participants qui avaient aussi posé des questions autour du kéfir, je pense que Christophe, dans sa vidéo dégustation, avait fait la même remarque, c'est-à-dire que si on n'a pas envie de le boire, on ne le boit pas. Voilà, c'est ça. Il faut jamais se forcer à manger ou à boire quelque chose qui est à contre-cœur. Il faut toujours manger avec plaisir. Ouais, sauf l'huile de foie de morue pour ta santé quand même. Ah, Mais moi, je trouve ça. Enfin, et d'ailleurs, À moins que tu y trouves du plaisir. À moins que tu trouves du plaisir. l'huile de foie de morue, c'était fermenté autrefois aussi. ouais. C'est pour ça que ça a une odeur si répugnante. Est-ce Mais qu'on connaît des cas? Alors, pour rebondir un peu là-dessus, et suite à une question aussi, est-ce qu'il y a des cas où c'est déconseillé? Que quelqu'un a lu quelque part que c'était déconseillé en cas d'intestin irritable. Bon, le kéfir, c'est ça? ouais. Moi, je sais Ou pas, de, ici, il y a un médecin là où j'habite. Une fois, je discutais avec mon médecin de famille. Il ne savait pas ce que je faisais. Puis je sais pas comment la conversation est venue, elle est venue sur le kéfir. Et en fait, j'ai découvert que lui, alors non seulement il fait du kéfir, mais il en prescrit
à ces patients qui ont des problèmes intestinaux, qui ont l'intestin irritable ou qui ont des maladies de l'intestin. Mhm. Et non seulement ils en prescrivent, mais ils leur donnent les grains, ils leur donnent la recette, ils leur expliquent comment faire. Voilà. Alors, bon, je pense, voilà, moi, j'ai que cet exemple-là à vous donner. Je ne sais pas On si pas c'est... encore vu dans les tribunaux, lui. Donc, Voilà. pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Il y avait une question aussi, je pense enfin, que beaucoup se posent, sur l'origine du kéfir, que ce soit le kéfir de lait ou kéfir de fruits. Est-ce que toi, Ouais. Marie-Claire, tu aurais... Bah, je pense que Christophe et Jean-Baptiste vont peut-être mieux savoir répondre à la fin de leur étude, parce que pour Oui, a l'instant, priori, on peut donner la on même n'en sait réponse que pas toi. beaucoup. On Oui. peut donner la même réponse que toi, on n'en sait rien. Ah, Non. Oui. zut. On ne sait pas plus que, que les participants, je pense, Voilà. sur Alors, ce point. il y a une théorie selon laquelle les grains de kéfir de lait seraient apparus sur les parois des outres en pot qui contenaient du lait et qui n'étaient jamais nettoyés. C'est-à-dire que on faisait fermenter du lait dans des outres en pot. Ensuite, on vidait le lait, on remettait du nouveau lait pour faire la deuxième fermentation et ainsi de suite. Et au bout d'un temps que je ne sais pas, dont je ne sais pas la longueur, il y a des grains qui se sont formés sur les parois de l'outre. Et c'est comme ça que se seraient nés les grains de kéfir de lait. Après, il suffisait de prendre ces grains et de les remettre dans un autre lait et ça fonctionnait. Mais je ne sais pas si c'est la vérité. Et ensuite, il y a une théorie aussi qui dit que le kéfir de fruits serait venu parce qu'on aurait cultivé ces grains non pas dans du lait, mais dans de l'eau sucrée avec ou sans fruits. Mais le fait de les conserver dans de l'eau sucrée les a fait devenir translucides alors qu'au départ ils étaient blancs laiteux et on va changer un petit peu la microbiologie de ça. Mais voilà, c'est des théories, je ne sais pas si c'est vrai. Et du coup, enfin, ça nous raccroche à une autre question, parce que j'avais une question passée sur comment est-ce qu'on faisait le kéfir de fruits avant qu'on ait du sucre de manière courante. Mais je pense qu'en fait, la Oui, réponse, elle est presque dans cette... c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il est probable que le kéfir de lait soit antécédent au kéfir de fruits, et encore plus si le kéfir de fruits est issu d'une transformation de grains de kéfir de lait. En tout cas, pour ce qui est de cette description de cette transformation et de la description des grains de kéfir de fruits, c'est assez récent, c'est un siècle environ, les premières traces, ouais, fin du 19e. ouais, Donc, c'est une époque où le sucre existait déjà, ouais. l'art industriel était passé déjà derrière tout ça. Donc, en fait, il est assez, je pense qu'on peut assez probablement dire que le sucre est sans doute antérieur, en tout cas, l'accès au sucre est sans doute antérieur au kéfir de fruits. De fruits, Après, pour le oui. kéfir de lait, bien sûr que non. Ouais. Alors, ceci dit, j'ai entendu quelqu'un m'a dit une fois qu'il avait réussi à faire du kéfir de fruits avec du miel en remplaçant le Oui, sucre par du miel. Ouais. malgré l'effet bactéricide du miel. Oui, Ouais. enfin, ça a fonctionné. Alors après, bon, faut voir dans la durée, si ça tue pas les grains dans la durée. Oui, Mais le miel, quand même, quand il est fortement dilué, ça dépend de la dose. Quand il est fortement dilué, ça fermente quand même. ouais, La preuve, on fait de l'hydromel, hein, ça. bien sûr. Il y avait, euh, il y avait quelques questions sur la restauration et bon, du coup, avec tout ce qu'il y a d'aliments fermentés, c'est pas vraiment une question si les restaurants utilisent la fermentation ou pas, mais autour de peut-être d'autres types de fermentation ou le retour peut-être certaines recettes fermentées qu'on faisait plus, etc. Est-ce que est-ce que tu vois une évolution chez les restaurateurs aujourd'hui? Ça peut évidemment pour être complété par Christophe, qui je pense connaît bien le sujet, mais quel est ton point de vue là-dessus? Ouais, Sur moi, je pense que le regard là, des professionnels ouais. sur cet engouement. Moi, je pense que les chefs s'approprient de plus en plus la fermentation, ça les intéresse vraiment. On en rencontre de plus en plus, hein, des chefs qui font des choses fermentées. Euh, alors qu'il y a, je sais pas, il y a 10 ans, c'était très très rare. Je pense que ça se développe beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est ils peuvent créer des goûts différents. Ils peuvent donner
donner des saveurs plus prononcées à leur plat sans utiliser d'artifice ou d'arôme ou de choses comme ça. Enfin, l'ingrédient prend du goût par lui-même, change de goût tout seul. Ça peut être intéressant. Et puis, voilà. Alors, il y en a beaucoup qui utilisent juste, enfin, ils se servent de ça juste pour faire des petits pickles ou des choses comme ça. Mais quand même, il y en a qui font des choses assez élaborées. Ça prend bien dans la restauration. Je suis obligé de compléter parce que tu es trop modeste, mais il faut quand même dire que tu as quand même largement participé à cette résurgence, notamment avec ton travail avec Tony Caleno, qui était Oui, quand même, de par sa stature, aussi un des premiers à vraiment communiquer autour de ton travail sur les fermentations, un travail auquel tu as largement contribué. Donc je pense que c'était vraiment ça aussi. Bon, maintenant, ça doit remonter à une dizaine d'années, mais je pense que ça a oui, quand même bien laissé, enfin, ça a vraiment aidé à lancer la tendance, parce que dès qu'un chef 3 étoiles fait quelque chose, il y a quand même pas mal de chefs derrière qui essayent de suivre. Et c'est le ça. fait est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'exemples, hein, comme tu dis, effectivement, de restaurateurs qui se lancent là-dedans. Je veux aussi citer comme exemple quand même le Bocuse d'Or, qui est un peu le prix Nobel de cuisine. Bocuse d'Or, le dernier remporté en 2021, là, David Tissot, donc un Français, dans son plat, il y avait 2 fermentations mises en œuvre, ce qui effectivement, alors c'était en 2021, mais ça montre bien qu'il y a, même dans le plus grand concours de cuisine mondiale Ouais. aujourd'hui, ça devient quelque chose très à la mode de faire fermenter, ce qui n'aurait pas du tout été le cas il y a 15 ans. Donc ça Non, montre c'est bien vrai. qu'il y a une vraie C'est tendance. vrai. Parce que si on repense aux règles aux règles de Goemio dans les années 70, il y avait une des règles qui était tu ne fermenteras pas. Voilà. Enfin, tu ne feras pas de marinade, de fermentation, je sais pas Et de quoi. faisandage. Et de faisandage, voilà. Alors aujourd'hui même, on revient aux viandes maturées longtemps aussi. C'est une chose qui avait un petit peu disparu et qui revient aussi. Maintenant, il y a des bouchers prestigieux qui vous font des viandes maturées 40 jours, 80 jours, etc. Donc, Il y avait une petite question, il y avait une petite question d'ailleurs sur comment la filière vétérinaire est liée à ça, c'est-à-dire comment ces choses-là sont contrôlées un peu de manière sanitaire. bah, en général, c'est fait. Tu veux dire pour les viandes ou en Oui, pour les général? viandes, pour les viandes. Pour les viandes, bah, en général, c'est fait dans des. C'est pas fait comme ça n'importe comment, hein. Il y a des températures à respecter. Ils ont des caves spéciales, des espèces de frigos spéciaux ventilés, etc. Enfin, c'est pas fait n'importe comment. C'est fait sérieusement. Et puis, voilà, c'est contrôlé. Oui. Ouais, alors ça me permet de rebondir sur la question. Il y a eu une question dans le questions et réponses, là, qui n'est pas dans le chat, qui me demande comment faire du poisson fermenté à la maison. Et en Exact. fait, ça peut rejoindre aussi la question sur la viande. Alors moi, je vais rapidement, j'ai donné mon avis et il est le même sur la viande et le poisson, c'est-à-dire que s'amuser à faire fermenter chez soi de la viande ou du poisson, j'aurais tendance à ne pas le recommander pour les raisons d'hygiène que tu viens de mentionner, parce qu'en fait, les gens qui font ça, que ce soit les poissonniers, qui sont encore rares quand même à faire maturer le poisson, mais ça commence à se faire comme chez Vio, par exemple, à Paris, ou la viande où c'est quand même plus répandu, ils sont dans des conditions très spécifiques d'environnement, Ouais. d'hygrométrie, de température, de ventilation, etc. etc. C'est pas forcément évident à reproduire chez soi et ça peut être un peu risqué. Donc après, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Oui, 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 je pense qu'il faut pas le faire tout seul. Il faut vraiment suivre des procédés qui ont été éprouvés depuis très longtemps. Alors, les Asiatiques font des fermentations de poissons dans du riz, par exemple. Il y a des plats vietnamiens, laotiens, thaïlandais, cambodgiens, etc., de poissons fermentés dans du riz. Mais le faites pas tout seul comme ça. Suivez vraiment un procédé. Enfin, faites-vous expliquer ça par un vrai Vietnamien qui en fait, dont la grand-mère en faisait. Ne le faites pas tout seul. Après, il y a quelqu'un qui dans le chat qui mentionnait effectivement René Redzepi et le travail qu'il a fait à Noma. C'est sûr que là, quand on prend le bouquin, effectivement, qui est traduit en français d'ailleurs de chez Noma, ils Ouais, expliquent des mises en œuvre de fermentation animale, notamment sur des garums accélérés, justement avec des fermenteries, où là, il y a quand même le oui, protocole qui est bien détaillé. Et là, je connais pas mal de chefs qui ont testé et pour qui ça fonctionne très bien, hein. oui. Oui, oui. Bah, le garum, j'ai testé aussi. Euh, j'ai- Bon, ça sent un j'ai- peu fort quand même. voilà. Je l'ai fait, j'ai laissé fermenter 5 ans, moi. Parce que Oui, j'osais pas l'ouvrir, en fait. mais La pour ça, il faut cinquième avoir année, je me suis dit, bon, avoir faut une quand même cave. que je l'essaye. Il faut Et en avoir une fait, c'est cave parce très que bon. dans un studio parisien, ça se fait pas, hein. Euh,
Il y Mais a une petite question sur l'eau. Alors ça, c'est ouais, intéressant parce que je pense que ça rejoint des questions sur lorsqu'on fait de la fermentation, on améliore, enfin, on améliore les qualités sanitaires de ce qu'on fait, de ce qu'on fait fermenter. ouais. Mais en fait, pour le kéfir, par exemple, c'est une bonne question. L'eau, il y en a de très diverses, peut-être de qualités très diverses. Est-ce que d'une certaine manière, on peut détoxifier une eau en en l'utilisant pour faire une fermentation. Est-ce que c'est Bah, voilà, en si on les transformer en théorie, ouais, nitrate par exemple ou en ouais. phosphate ou En théorie, oui, mais alors après, je sais pas, c'est plutôt les scientifiques qui peuvent répondre à ça, je pense, hein, je sais pas. Parce que je sais pas, quand je dis que ça peut, la fermentation, dans certains cas, élimine des toxiques présents dans l'aliment. Par exemple, la fermentation du manioc élimine le cyanure présent dans le manioc. La fermentation des ovaires de fougou élimine le toxique. Ça, vous connaissez le fougou, c'est le poisson lune, le poisson euh, que les Japonais, dont les Japonais se font peur avec pour en faire des sushis ou des sashimi. C'est un poisson qui contient une toxine qui est très très puissante. La tétradotoxine ou un nom comme ça, je sais plus. Et il y a au Japon un endroit où on fait fermenter les ovaires du fugu, qui sont justement l'organe qui est dans lequel se trouve le poison. Et après 2 ou 3 ans de fermentation, il n'y a plus du tout de toxines dans le produit. On peut le manger après la fermentation. Alors la fermentation, ça consiste exactement comme chez nous, on fait des anchois, on met une couche de poisson, d'ovaire de poisson, une couche de sel, etc., jusqu'à remplir le tonneau. On attend 3 ans et puis on peut le manger. Voilà. Donc, c'est, la seule question que je me pose, c'est qui est le premier qui a goûté? bon, en même temps, il faut attendre 3 ans et ok, c'était pour des gens qui ne prenaient Voilà, pas c'est trop ça. de Alors, je risques. sais pas, pourquoi ont-ils fait ça aussi? On peut se demander, si c'était parce que pour ne pas gaspiller, enfin, je sais pas, mais il fallait avoir l'idée de le faire. Ah, quelqu'un nous dit qu'il a fait du garum de maquereau en lisant ta recette Ouais. et en septembre, ça fera 1 an. Alors, il pourra Il l'ouvrir. peut y aller ou il Ouais. jette? Un J'ai an, c'est pas attendu mal. 5 ans, mais on peut l'ouvrir après La un vraie an. question, pardon, je me permets, la vraie question, c'est combien de sel? Tu mets combien de sel pour ton garum? Moi, je mets 250 grammes de sel pour 1 kilo. D'accord, donc on est à 25, ouais, on est à 20% sur Ouais, le poids final. Donc la réponse, on peut la donner, hein, parce que moi j'ai pas mal travaillé avec les producteurs de garum. Sur ces quantités de sel, il n'y a pas de risque hein, quand on est entre un quart et un cinquième de sel. c'est ça. Là, dans le chat, je vois, c'est 1 an, a priori, il n'y a aucun risque. Après, comme toujours en fermentation, on commence à prendre des risques quand on joue justement en essayant de diminuer les quantités de sel. Donc, il y a Oui, quelques producteurs de oui. garum qui commencent à commercialiser des garums assez peu salés pour pouvoir être incorporés plus facilement et en plus grande quantité dans les préparations. Là, pour le coup, ils ont des contrôles microbiologiques qui sont un peu plus sévères que ceux qui mettent 20 ou 25% de sel dans leur préparation, où là, franchement, très difficile que ça se passe mal, quoi. Donc la réponse serait a priori sur ce garum d'1 an, s'il y a vraiment un bon 20-25% de sel comme tu le préconises, normalement il n'y a pas de risque. Ah oui, ça c'est très important à la quantité. Même pour faire, si vous faites vous amusez à faire du saucisson maison, c'est pareil, mettez la bonne dose de sel. Il faut vraiment, c'est très important. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres ok. questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive un peu au bout là. Euh, ou sinon, c'est des questions, je pense qu'on peut tout à fait adresser dans la communauté, qui sont un peu plus spécifiques autour des fermentations, etc. Euh, bon, il est 20h, il est 20h19. Je pense que c'est un bon moment pour conclure. Euh, bah, merci encore beaucoup, Marie-Claire, d'avoir accepté notre invitation. Merci Ben, merci de m'avoir invité aussi. aux 150 personnes à peu près qui étaient là à t'écouter. Je suis sûr qu'il y en aura plein qui iront voir ce replay, hein, il sera posté. On avait des petites choses à dire aux participants, mais je pense qu'on fera un mail plutôt, parce que je pense que c'est sympa de rester là-dessus, sur toutes ces informations super intéressantes.
Voilà, je ne sais pas si Christophe, Alex ou Delphine, vous voulez rajouter quelque chose. Non. Bravo et Non. merci, encore une Oui, fois. merci Marie-Claire. Merci à vous. Merci. Et mais voilà, et merci à tous de l'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.